rapports entre Georges Pompidou et Willy Brandt, Marie-France Garot? Je crois de toute manière qu'on a tout à fait tort de parler d'humeur, de couple, d'amitié, etc. Les rapports entre États sont des rapports de force, point. Toujours. Alors, toujours. D'ailleurs, les rapports entre deux êtres humains sont aussi des rapports de force. Les rapports de couple sont des rapports de force. Ça veut dire que les rapports de force ne sont pas forcément agressifs ou tumultueux. Ça veut dire que chacun a des atouts, l'autre a des atouts, ce ne sont pas les mêmes. Et que chacun fait en sorte que ce qu'il considère comme important soit respecté ou pris en compte. Alors moi, l'accouplement Allemagne-France, ça me sort par les yeux, je dois vous le dire, ça me sort par les yeux. Donc l'époque entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, on a l'impression que là c'est une histoire d'amour extraordinaire. Il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie, et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Par conséquent, il a un jour dit ces propos, la paix ne renaîtra pas en Europe si une nation se reconstitue à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. Autrement dit, ce que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Et pas politique. Ils n'ont jamais eu l'idée d'une Europe politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe sous nos yeux est la réalisation de cette pensée. L'amitié franco-allemande au départ, dans l'esprit du général de Gaulle, d'ailleurs, c'était une façon de faire la nique aux Américains. Non, mais tout le scénario depuis le début est justement cette lutte entre une politique américaine qui est celle de la disparition du politique en Europe et la volonté de Gaulle qui veut maintenir une politique en Europe, et Adenauer aussi. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils étaient d'accord. Alors les modalités pour chacun des États de cette chose sont différentes, bien entendu. Mais il y a un exemple classique, c'est celui du fameux traité de l'Élysée. Bon. Entre De Gaulle et Adenauer, on les voit qui s'embrassent. Bon, si vous voulez, le traité de l'Élysée a été fait parce que le plan Fouché avait échoué. Le plan Fouché était un plan conçu par De Gaulle, accepté par Adenauer et par les Italiens, et qui a échoué parce que Spaak, belge, sur consigne américaine, l'a fait échouer. C'était très clair puisqu'il a dit « ce plan me conviendrait, mais je n'en veux pas ». Il fallait que ça échoue. Rappelez-nous, parce que le plan Fouché, on s'en a oublié. Le plan Fouché, c'était un plan qui avait élaboré... Quand le général est revenu au pouvoir en 1958, il a voulu précisément que la France soit en situation de rapport de force avec ses partenaires, dont l'Allemagne. Alors l'Allemagne avait des atouts, la France devait en avoir d'autres. Elle n'avait plus la puissance militaire. Il faut tout de même se souvenir que les Américains sont rentrés en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, contraints et forcés, parce que la France n'avait pas, selon eux, tenu son rôle. Parce que la défaite française avait obligé, en quelque sorte, à terme, l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et il faut se souvenir également qu'en 1949, après avoir, eux, les Allemands, refait un État allemand, en 1959, Adelman a dit à ce pauvre Robert Schuman qui avait son crayon et son papier parce qu'il prenait des notes puis après il rendait la copie, je veux des soldats allemands en uniforme en 1951. Et il les a eus. Et en 1951, l'Allemagne était partenaire des États-Unis dans l'OTAN. Autrement dit, les États-Unis se sont appuyés sur l'Allemagne pour que avance cette Europe fédérale et non pas confédérale. Et De Gaulle s'y est opposé. Et Adenauer, qui était son avis, après l'échec du plan Fouché, le plan Fouché était un plan qui organisait cette confédération. C'est-à-dire les États survivent, et ils sont réunis par des accords, mais ils maintiennent leurs éléments essentiels de souveraineté. Le plan Fouché a échoué. Adenauer et De Gaulle, qui voulaient maintenir cette racine de confédération,
on fait le traité de l'Élysée. Or, le traité de l'Élysée qui a été voté par le Parlement français est allé ensuite au Parlement allemand, au Bundestag. Et au Parlement allemand, le Bundestag a voté un préambule qui n'avait pas été soumis antérieurement, qui donc n'avait pas été examiné par le Parlement français, dans lequel il était prévu que le traité ne portait atteinte en aucune manière à la primauté des traités antérieurs, c'est-à-dire des traités américains. Et ça n'avait pas fait plaisir au général de Gaulle. Ça n'avait pas, le général n'était pas là, mais enfin, Jean Monnet était dans les tribunes, et après ce vote, le Parlement, le Bundestag s'est levé, applaudi, alors que le chancelier allemand, qui avait d'ailleurs viré entre-temps le chancelier Adenauer, allait féliciter Monnet dans les tribunes. C'est très clair. Ça a été le point de départ flagrant d'une dualité politique caractérisée entre l'Allemagne et la France sur la situation européenne, avec la considération que les Allemands savaient déjà que leur organisation institutionnelle fédérale, on en reparlera sans doute plus tard, faisait qu'eux n'étaient pas pris dans le piège du fédéralisme. Jean Quatremer. Oui, c'est ce que vient de dire Marie-France Goiraud est exact, mais c'est la présentation qui est un petit peu tordue, si vous voulez. C'est un peu comme si on regardait la réalité à travers, un miroir déformant un petit peu. Non, parce qu'on a le sentiment qu'il y a des méchants Américains qui sont arrivés en Europe, une Europe plutôt sympathique, avec des États-nations où tout fonctionnait parfaitement depuis un siècle, et ils sont arrivés pour nous empêcher de développer nos États-nations, la collaboration harmonieuse. Non, ils sont venus parce qu'on a tué 80 millions de personnes. On s'est fait 2 guerres mondiales. Ils n'étaient pas là par plaisir. Eux, ils étaient plutôt isolationnistes au début de la guerre. Et effectivement, oui, vous le dites, mais néanmoins, je reviens au point de départ. Les Américains n'ont pas eu le choix. Et puis figurez-vous que les Américains se sont dit, il ne faut pas que ça recommence. Ça fait 2 fois, on envoie nos boys, on va peut-être pas revenir une 3e fois. Alors, c'est vrai qu'ils étaient en faveur de la construction communautaire et qu'ils ont dit, le seul moyen, c'est que l'Europe se construise. Mon Dieu, quel complot! Ajoutons à ça un petit peu de trilatéral pendant qu'on y est, ajoutons un petit peu de Bilderberg, etc. Et on a le grand complot américain pour faire cette Europe fédérale. C'est pas évidemment comme ça que c'est passé. Que les Américains sont en faveur de l'Europe fédérale, ça me paraît, ou de l'Europe tout simplement, la construction européenne, ça me paraît une évidence, parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on recommence. Et on voit bien les tensions, même aujourd'hui, qui peuvent encore exister en Europe, et le retour d'un certain nationalisme dans un certain nombre de pays, ça montre que ça n'est pas mort et que ça pourrait parfaitement recommencer. C'est quand même des choses qu'il faut dire. Il ne faut pas le nier, dire que l'histoire est derrière nous. Ça n'est pas vrai. L'histoire est toujours présente. Deuxième chose, sur le plan Fouché, même chose, présentation très intéressante. De Gaulle était inquiet d'une chose, c'est d'une évolution fédérale de l'Europe. On en était loin, hein. Attendez, on est en 60. Non, pas tellement. En 60, c'était le marché unique. C'était même pas le marché unique, c'était juste la politique agricole commune et les tarifs douaniers extérieurs communs. Basta. C'est tout ce qu'il y avait. Et on avait réussi à faire un traité de Rome. D'ailleurs, c'était pas le général de Gaulle qui l'avait fait. C'était les socialistes de la SFIO, Guy Mollet, qui avaient négocié le traité de Rome en 57 pour le faire moins intégrateur que ce qui existait avant, c'est-à-dire la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, avec une commission beaucoup moins forte. Qui avait fait Jean Monnet. Qui avait fait Jean Monnet, mais qui avait fait aussi les gouvernements. La CED aussi. Et la CED qui a échoué grâce notamment à la France. Je me demande si c'était une bonne idée de vous ramener en 1963. Mais donc, simplement, juste pour terminer, et ensuite je laisserai Emmanuel Todd qui demande la parole depuis tout à l'heure, parler simplement, c'est que, donc, redoutant qu'à terme, on aille vers une Europe fédérale, qu'est-ce que fait le général de Gaulle? Il dit on va faire effectivement une Europe intergouvernementale, pas une confédération, ce n'était même pas question d'une fédération à l'époque, mais c'était une reprise totale de contrôle de l'Europe par les États. C'est ce qui est devenu plus tard le Conseil européen. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, c'est le plan Fouché. On y est. Et aujourd'hui, l'Europe qu'on a, c'est celle du plan Fouché. Il n'y a pas d'Europe fédérale, à part la monnaie unique, à part l'euro, qui est géré fédéralement. Mais l'Europe fédérale, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, de quoi on parle ce soir? Du couple franco-allemand. Pourquoi pas seulement, on va parler du rapport entre l'Allemagne et tout le reste de l'Europe. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du couple franco-allemand? Mais c'est bien parce que ce sont les États qui dirigent l'Europe. Et parmi tous ces États, les 28 États, il y en a 2 qui sont au centre et qui comptent plus que tous les autres, c'est la France et l'Allemagne. C'est ça la réalité aujourd'hui. L'Europe, c'est l'Europe des États et pas une Europe fédérale. On est dans un numéro de bêtise extraordinaire. Mais enfin, bon, je crois qu'il faudrait quand même être sérieux. Mais on est en France. Est-ce qu'on souhaite qu'en Europe, il reste des États? C'est-à-dire que les peuples soient organisés d'une manière telle qu'ils aient le pouvoir de décider ce qui les concerne. C'est la question fondamentale politiquement. Or, je radote, je l'ai déjà dit chez vous, on est un État. Alors, Régis Debray dit c'est un peuple, des frontières et une transcendance. Jean Bodin disait il faut disposer de 4 États, 4 pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre.
Il ne nous échappera pas que nous n'avons plus, pas plus que les autres pays d'Europe, aucun de ces 4 pouvoirs. La monnaie, non. La monnaie, peut-être pour l'économie, vous savez bien, mais en droit constitutionnel, vous êtes nul. Bon, par conséquent... Red est nul. Red est nul. Bon. Allez, Nous ne faisons plus les lois. C'est le Parlement, enfin c'est l'Europe. Le Conseil constitutionnel français vient d'envoyer à la Cour de justice européenne l'interprétation d'une loi s'appliquant aux Français. On est quand même dans le surhomme. Et nous sommes rentrés dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire que nous ne sommes plus maîtres de la paix et de la guerre pour ce qui nous concerne. De Gaulle savait encore une fois que le rapport de force, c'est ça ce qui engendre la paix. Quand chacun pense qu'il n'a pas d'intérêt et qu'au contraire, l'autre n'a pas d'intérêt non plus. Alors l'Allemagne avait ses intérêts et la France avait été dotée d'intérêts particulièrement singuliers. D'abord, le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine. Je crois qu'on a oublié ce qu'était le prestige de la France par rapport à cette mesure. Je ne sais pas si vous vous souvenez que quand De Gaulle est mort, les Chinois ont fait mettre les drapeaux chinois en berne en Chine. Il se trouve que les hasards de l'histoire récente ont fait que la réunion qu'a organisée Mme Merkel en Pologne quelques mois avant la fin du quinquennat précédent, la France n'a pas été invitée. La France n'a pas été invitée. C'est un triomphe diplomatique, vous n'y êtes pour rien, mais c'est un triomphe diplomatique, c'est-à-dire qu'on s'est comporté avec des palinodies de garçons de bain à propos du Dalai Lama au moment des Jeux Olympiques. C'est rigoureusement, la Chine. Oui, rigoureusement aucun sens. Le Tibet, il y a 11 fleuves irriguant la Chine qui prennent leur source au Tibet. Bon, est-ce qu'un pays du gouvernement d'1,4 milliard d'habitants peut laisser la clé du château d'eau à quelqu'un d'autre? Non. Bon, alors, on peut essayer de faire les choses gentiment avec le Dalai Lama, être convenable, mais prétendre qu'il restaure la souveraineté du Tibet, c'est complètement délirant. Ne vous entraînez pas trop loin. Non, mais c'était une un atout majeur que nous avons perdu. Nous étions partenaires de la Russie soviétique à l'époque en matière spatiale. Nous n'existons plus. Autrement dit, nous avons perdu les atouts maîtres et nous sommes entrés dans le commandement intégré de l'OTAN. Alors, la question qui se pose est de savoir, et je vois que sur ce point, d'une manière non dite, il y a des opinions contradictoires. Est-ce qu'on considère qu'on est mieux, en effet, dans une sorte de collectivité humaine qui n'est plus réellement un État, car il n'y a pas de pouvoir d'État? Qu'est-ce que disait Jean Monnet? C'est-à-dire une fédération de nature économique, c'est-à-dire qu'il ne posera pas de problème aux Américains et qui peut rapporter. C'est ça la question. Moi, je vous avoue que je préfère qu'on puisse décider de ce qui commande la collectivité humaine. Quant à dire qu'on est excessif par rapport aux Allemands, je suis étonné que personne ici, en particulier pas vous, qui vous occupez de l'Allemagne, n'ait pas parlé de la déclaration de M. Oskar Lafontaine. Parce que M. Oskar Lafontaine, il a fait une déclaration il y a une 8aine de jours pour expliquer que la conduite de la politique allemande par Mme Merkel était tellement difficile à supporter qu'il fallait bien comprendre que, en particulier, lui, il a été président du SPD, il a été favorable à l'euro, il a présidé à la mise en place de l'euro. Bon, c'est donc pas quelqu'un qui veut la mort de l'euro. Non. Oskar Lafontaine a été un eurosceptique dès le départ, madame. Bah, écoutez, apparemment non. Il était contre la réunification allemande, il était à l'époque un eurosceptique. Bah, mais c'est un débat du passé qui n'a aucune importance sur l'allemand. Bah, il est quand même... Ni à Bruxelles. Alors je ne vois pas pourquoi on accuserait les Français de dire des choses qui sont infiniment plus légères que ce que dit M. Oskar Lafontaine en disant que les excès qui vont résulter de la politique allemande, c'est-à-dire une déflation dissimulée, en pompant sur les salaires pour donner aux entreprises, va entraîner de telles tensions économiques, y compris dans d'autres pays, et dans la zone sud, avec la France, que ça va entraîner manifestement des tensions poussant à la séparation de la zone euro. Il le dit, il n'est pas français, par conséquent on peut le croire, il est allemand, il est peut-être dans l'opposition, etc. On est quand même sur un sujet politique. On est au cœur du problème, parce qu'en fait, le problème n'est pas de juger l'Allemagne, de parler de l'Allemagne pour le plaisir. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a une Europe avec au cœur une zone euro qui est en train de devenir la risée du monde. C'est-à-dire que le taux de chômage augmente sans arrêt. Pour ce qui concerne la France, le taux de chômage augmente et notre système industriel est en train d'être détruit. Et tout ça se passe dans une zone euro qui, de fait, est contrôlée par l'Allemagne, pas du tout par Angela Merkel, mais par ce que veut le patronat allemand, qui a accepté, je dirais, les modifications de gestion de l'euro parce que l'Allemagne a besoin de l'euro
je dirais, pour sans doute concurrencer ou exterminer ses partenaires, et c'est de ça qu'il faut discuter. Et c'est dans ce contexte que se pose la question, je dirais, de la gestion allemande de l'Europe. Je n'ai pas a priori, je vais vous surprendre. Ayant écrit un best-seller anti-américain, je vais vous surprendre, je vais dire des trucs sympas sur les États-Unis. Les États-Unis ont été dans une situation impériale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une attitude tout à fait hégémonique, mais une attitude hégémonique responsable en ouvrant leur marché intérieur aux produits du monde, permettant le redémarrage de l'Europe, le décollage du Japon, etc. L'Allemagne fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle utilise une position économique de force pour exterminer ce qui reste d'industrie dans les pays de sa couronne extérieure, dans la zone euro. Et c'est de ça dont il faut discuter. On va en discuter tout de suite. La culture allemande, en un certain sens. Un dernier mot sur ce non, mais je sujet. voudrais dire quand même deux mots. D'abord, ce que vous avez dit, madame, en ce qui concerne le choix de la monnaie n'est pas tout à fait exact. La monnaie qui avait été retenue était la monnaie commune. Ça s'appelait même l'écu à l'époque. Oui. Ça s'appelait l'écu. Et c'est en fait le chancelier Kohl qui a écrit une lettre à François Mitterrand, tout de suite après la réunification, pour demander à un entretien avant le sommet de Gapré, qui était le sommet de Dublin, et c'est au cours de cet entretien qu'il a dit qu'il avait besoin... C'est Jacques Delors en 88 au sommet de Hanovre avec Hans-Friedrich Revenons pas sur le... Non, oui, c'est Jacques Delors quand même dans le sommet de Hanovre j'ai vu en la février 84. Bon, alors, quand même, faut tout de même pas exagérer. Bon, c'est lui qui l'a écrit. Bon, d'accord. Bon, par conséquent, c'est pas tout à fait exact. On était parti sur la monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie qui permettait aux États de survivre dans leurs décisions de souveraineté. Bon, on a abandonné pour la monnaie unique qui introduit cette situation dans laquelle nous sommes. Quant à l'Europe du Sud, il faut tout de même se souvenir que cette organisation n'était pas faite pour l'Europe du Sud. C'est bien le ministre des Finances allemand, à mon souvenir, qui a dit « Ah non, pas les pays du Club Med ». Et ce qui excluait l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Ils sont rentrés un peu par effraction et les a acceptés. D'autre part, nous avons un débat qui est exclusivement économique. Alors c'est important l'économique. On va arriver à la peinture. Mais oui, ça me paraît beaucoup plus proche de la réalité. Mais si vous voulez, tout le débat est... On parle de couple en permanence, mais on peut peut-être vivre sans être en couple quand même. Hein. C'est au moment où justement on veut plus de couple dans la vie conjugale. On est là, si j'ose mariage dire, pour tous. Oui, non, mais si je peux dire, je vais prendre un mot grossier. On veut être maqué avec l'Allemagne. Ben non, elle a sa politique et nous avons la nôtre. Et si nous n'avons pas, si nous mettons la sienne, nous aurons les mêmes insatisfactions rapidement. Il faut tout de même se souvenir que le parti soi-disant, enfin pas soi-disant, affiché comme pour la sortie de l'euro, fait 20% dans les sondages en Allemagne, que monsieur... Ah ben écoutez, je suis désolé, en tout cas, le jour ne se trompe. 3%, d'accord. Bon, les sondages, c'est toujours incertain. Que tout de même, monsieur Oscar Lafontaine est moins... Non, mais je suis obligé de vous interrompre. Non, mais que monsieur Oscar Lafontaine, quand même, n'est pas rien dans la vie politique allemande, et que par conséquent, quand il dit que les tensions vont entraîner des fractures dans la zone euro, c'est clair. D'autant que si tous les pays mènent la politique restrictive de Mme Merkel, elle n'a plus de marché européen. Par conséquent, la crise est pour tout le monde. Il y a des limites au-delà desquelles on ne peut pas survivre à quelque chose qui ne peut pas. L'Allemagne peut, à mon avis, se tourner vers d'autres cieux. Elle a raison. Seulement, dans ce cas-là, nous, la France, on reste avec notre chagrin, en ayant perdu une bonne partie des atouts que nous avions, et surtout ayant perdu, je veux dire un mot là-dessus. Non, mais c'est le fond de tout. C'est le fond de tout en un mot. Nous, quand nous signons un traité, comme le traité dit de stabilité, il s'applique automatiquement. Quand l'Allemagne signe ce traité, la Cour de Karlsruhe dit oui, on peut le ratifier. Mais si le Bundestag, qui gère la démocratie allemande, constate qu'une clause du traité entraîne une altération de la démocratie allemande, dans la mesure où ça dépend du Bundestag, alors là, on ne l'applique pas. Autrement dit, les traités sont automatiques pour les autres et potestatifs pour l'Allemagne. Ça crée une sacrée différence. Alors, on s'arrête là sur l'aspect politique et économique.